Alors, quelque chose qui est plus intéressant à regarder, me semble-t-il, c'est la façon dont le débit du robinet a varié sur les 150 dernières années. Donc ici, vous avez une courbe qui vous donne une moyenne glissante sur 10 ans, et déjà c'est assez heurté au début, qui vous donne la variation de la production mondiale de pétrole. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a un siècle et demi, avec des moyens techniques somme toute très rudimentaires, j'avais une production mondiale de pétrole qui augmentait tous les ans de 15% en gros. Et puis vous voyez que quelques décennies plus tard, avec des moyens techniques qui sont déjà beaucoup plus sophistiqués, en fait, je ne sais pas faire mieux que plus 10% par an, ce qui est déjà énorme. Là, vous voyez qu'au moment des chocs pétroliers, en fait, on est passé de 10% par an à beaucoup moins que 10% par an. Pardon, ce n'est pas les chocs pétroliers, c'est là les chocs pétroliers. Avec des moyens encore plus sophistiqués après, je suis descendu plutôt à 5. Et là, pardon, vous voyez les chocs pétroliers, et après les chocs pétroliers, ça descend longtemps à 0, puis à pas grand-chose. Malgré les hydrocarbures de roche-mère, qui sont des techniques encore plus sophistiquées. Alors, pour la petite histoire, la première exploitation d'hydrocarbures de roche-mère a eu lieu en 1824 ou 26, je ne sais jamais. L'autre, c'est la découverte de l'effet de serre par Fourier. Donc, je confonds les deux en permanence. Aux États-Unis, dans une petite ville de l'Est américain qui s'appelle Fredonia, donc où on avait exploité du shale gas pour de l'éclairage municipal. Donc les hydrocarbures de roche-mère, c'est connu depuis 2 siècles. Hein, il ne faut pas croire que c'est un truc qu'on a découvert très récemment. Ce qu'on a découvert très récemment, c'est une technique qui permet de les extraire du sol de façon à peu près intéressante. Mais c'est ça qu'on a découvert récemment. Ce n'est pas la ressource elle-même. Et voilà, donc si vous vous dites ce qui compte, c'est la concavité de la courbe, c'est-à-dire la dérivée seconde, bah, on n'arrive pas très loin du moment où la dérivée devrait s'annuler, et donc on arrive au pic. Hein, on ne devrait pas en être très loin. Ici, vous avez une décomposition, mais qui malheureusement s'arrête en 2013, dans laquelle on a décomposé le pétrole conventionnel, ici les condensats, ici les liquides de gaz, et ici les extra lourds. Et vous voyez que si je prends le vrai pétrole, entre guillemets, eh bien, depuis le milieu des années 2000, ça s'est arrêté de croître. Et en fait, ce qui croît, c'est les condensats et les liquides de gaz, c'est-à-dire 2 produits qui sortent avec le gaz. Hein, avec le gaz. Ici, vous avez une projection qui a été faite il y a une dizaine d'années sur la production mondiale de liquide. Alors, vous voyez le pétrole conventionnel au sens des gisements conventionnels. Hein. C'est quelque chose qui va jusqu'au clair, là. Si vous y rajoutez les sables bitumineux, allez, ça monte jusqu'au bleu foncé. Les Canadiens, là, ça monte jusqu'au bleu foncé. Et vous voyez que le maximum et donc aux alentours des années 2020. Et ici, vous avez, mais ça va beaucoup dépendre de ce terme-là, qui sont les liquides de gaz et le shale oil, mais ça ne va pas empêcher, à un moment, le déclin de l'ensemble à cause du déclin du conventionnel. Ça va probablement plus ralentir le déclin que empêcher le déclin. Et plein de gens que je connais disent depuis longtemps, c'est 2020, plus ou moins 5 ans, et plus ou moins 5 millions de barils jour, dans un sens ou dans l'autre. J'y reviendrai à la question du prix après. Alors ici, je vous cite, vous avez de la chance, vous êtes la première promo qui a droit à ça. Ça fait 10 ans que je raconte la même chose sur le fait que le pic ne devrait pas être très loin. Dans le rapport World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti en décembre dernier, vous trouvez, là c'est pareil, ça n'a pas fait les gros titres de la presse, cette phrase que je vous invite à méditer. Donc l'Agence internationale de l'énergie vous dit en 2018, ça fait 10 ans, alors comme aurait dit Coluche, ils auraient pu s'en rendre compte avant, ça fait 10 ans que la production de pétrole conventionnel dans le monde est passée par son maximum et depuis elle est en déclin. Donc l'Agence internationale de l'énergie vous dit, en ce qui concerne la partie qui n'est pas le shale oil, et la partie qui n'est pas les sables bitumineux, nous avons un déclin qui a démarré il y a 10 ans. Dans le même rapport, l'Agence internationale de l'énergie vous dit ça, hein, qu'il y a un risque d'offre, hein, de réduction de l'offre, supply crunch, et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour monter l'offre au niveau
de la demande si on ne multiplie pas par 3 la production actuelle de shale oil aux États-Unis. Et quand vous vous tournez vers les projections de shale oil aux États-Unis, les projections les plus optimistes tablent plutôt sur un x2 avant une stabilisation qui va durer ce qu'elle va durer. Donc apprêtez-vous à vivre une époque intéressante parce que la réponse du système à cette affaire-là, que je vais vous montrer dans pas longtemps, sera en gros une grosse déstabilisation économique. Alors la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la façon dont cette déstabilisation arrive n'est pas, contrairement à ce que vous entendez parfois dans vos cours d'économie, mais je ne veux pas être méchant avec les profs d'économie, une augmentation indéfinie du prix du baril. Vous savez que vous apprenez en cours d'économie, s'il y en a moins, c'est plus cher, et s'il y en a plus, c'est moins cher. Donc s'il y en a de moins en moins, ça devrait être de plus en plus cher. Et si vous en avez de plus en plus, ça devrait être de moins en moins cher. Donc si je fais un graphique dans lequel j'ai la quantité totale de pétrole utilisée là, et là le prix du baril, vous êtes d'accord avec moi que je devrais avoir des points qui s'organisent le long d'une courbe qui ressemble à peu près à ça. Vous êtes d'accord? Si chaque année je reporte prix et volume, eh bien mon nuage de points devrait se balader le long d'un truc qui ressemble à ça. Ce que vous voyez ne ressemble absolument pas à ça. La première chose que vous voyez, c'est que la relation prix-volume en ce qui concerne le pétrole n'est pas bijective. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voyez une bijection là-dedans, on paye le champagne. Vous êtes d'accord? C'est pas bijectif. Alors, c'est pas bijectif, et ça évolue même, si vous essayez de simplifier, avec 2 régimes totalement inélastiques, c'est-à-dire que la valeur d'un des paramètres ne dépend absolument pas de la valeur de l'autre, et qui sont totalement orthogonaux. Là, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est l'OPEP. Donc, vous avez une très très longue période pendant laquelle le prix du baril est totalement indépendant du volume et totalement stable. Les chocs pétroliers, c'est un régime exactement inverse, où vous avez un volume à peu près constant, je dis bien à peu près constant, et un prix totalement erratique. Puis arrive de nouveau une période où vous avez un prix à peu près constant et un volume qui varie significativement, et de nouveau un épisode dans lequel vous avez un volume qui varie peu, parce que je vous rappelle que l'essentiel de l'incrément là, c'est pas du pétrole, hein, c'est plutôt des liquides de gaz, qui ne sont pas cotés évidemment sur le marché du Brent, donc, avec un prix qui fait n'importe quoi. Alors ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la raréfaction du pétrole, et c'est également aussi à cause du phénomène d'oscillation dont j'ai parlé tout à l'heure, ne se matérialisera pas par une envolée indéfinie des prix. C'est pas ça qui va se passer. Ça ne s'est pas passé dans le passé, ça ne se passera pas dans le futur. Les 2 indicateurs qui vont vous caractériser une raréfaction du pétrole, le premier, c'est l'augmentation indéfinie des investissements à consentir pour extraire un baril supplémentaire. Dit autrement, c'est la hausse des investissements nécessaires pour extraire ou pour faire un puits supplémentaire pour extraire du pétrole. Ça, c'est le premier marqueur. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les investissements, que j'ai regardé tout à l'heure. C'est pas... Donc les investissements croissants que je vous ai montrés tout à l'heure, ça, c'est une marque d'un début de raréfaction. Le deuxième indicateur qu'il faut surveiller, en fait, c'est le... Pardon, l'indicateur qu'il faut surveiller, c'est les CAPEX. Et la deuxième manière dont va se matérialiser une insuffisance de pétrole, et j'y viendrai dans pas longtemps, c'est par une contraction de l'économie. C'est par une baisse du PIB. Mais ce n'est pas par une hausse du prix du baril. Alors comme, par contre, les gens qui font des projections sur les prix du baril utilisent des modèles dans lesquels il y a des élasticités qui n'existent pas dans la vraie vie, voilà ce que ça donne quand on fait des projections sur le prix du pétrole. Vous avez ici en rouge ce qu'a vraiment été la variation du prix du pétrole. Et tous les spaghettis horizontaux, là, c'est des projections qui figurent dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie sur ce que sera le prix du pétrole plus tard. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, si j'ai un responsable marketing chez moi qui me fait des projections de cette nature, je ne suis pas sûr que je vais le garder très longtemps. Bon, mais c'est pas grave. Année après année, on recommence. Donc, allez voir dans le World Energy Outlook de 2018 et vous verrez, vous avez encore, je ne vous l'ai pas mis là, mais vous avez encore des projections de prix du pétrole sur 20 ans. Voilà. Évidemment, ça ne vaut pas un clou.
Ça n'empêche pas quelques journaux, dont un certain journal du soir qui se veut de référence, de recopier le prix du baril devrait atteindre 80 $ en 2038. Bon, si ça les amuse. Mais on s'en fout. De toute façon, c'est pas ça le sujet, puisque le prix n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le volume. Et ici, vous avez une corrélation. Alors au début, je n'avais que la corrélation. Je n'avais pas compris le rapport de cause à effet. Le rapport de cause à effet, je l'ai compris quand j'ai compris ce que je vous ai expliqué au premier cours. C'est-à-dire que l'énergie, c'est ce qui alimente les machines, et les machines, c'est ce qui fait la production. Et en particulier, le pétrole, qui permet les échanges entre machines, c'est-à-dire que le pétrole, c'est ce qui permet que le camion transporte le pot de yaourt qui a été fait dans une usine de pot de yaourt jusque dans l'usine de Danone où on va le remplir avec du yaourt, puis de nouveau jusque dans le supermarché où vous allez l'acheter, en y allant, soit dit en passant, avec votre voiture une fois sur deux. Le pétrole, c'est ce qui permet ça. Donc c'est le fluide qui permet l'organisation du système physique mondial de production. Si demain matin, j'ai plus de pétrole, j'ai beau avoir de l'électricité, j'ai pas une marchandise qui est livrée dans une usine. J'ai pas une matière première qui est livrée dans une usine. J'ai pas un produit qui part d'une usine. Et soit dit en passant, j'ai pas 80% des Français qui peuvent aller au travail le matin. Donc, vous avez une dépendance de l'économie mondiale au transport, donc au pétrole, qui est absolument totale, et qui se matérialise par cette courbe que vous avez là, où vous avez en rouge la variation annuelle, en fait c'est une moyenne lissée sur 3 ans, mais la variation de la quantité de pétrole qui sort des puits, c'est une quantité, c'est pas un prix, c'est un nombre de barils, ou un nombre de tonnes, peu importe. Donc c'est la variation. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne dans le monde. Alors ce que vous voyez, c'est qu'avant les chocs pétroliers, les deux variations sont semblables en signe, mais pas du tout en valeur, enfin en quantité. Et ça veut dire qu'avant les chocs pétroliers, en fait, l'économie est moins dépendante du pétrole qu'après. Donc après, on a eu deux processus. Un, la mondialisation, qui a allongé les chaînes logistiques, donc rendu plus dépendant du pétrole. Deux, de l'efficacité énergétique, qui fait que chaque dollar utilise moins de pétrole, mais du coup, quand vous détruisez un baril de pétrole, vous détruisez plus de dollars. Vous mettez plus de machines à l'arrêt aujourd'hui en ayant un baril de pétrole en moins que ça n'était le cas en 1960. Parce que les machines sont plus efficaces. Donc le revers de la médaille, c'est que du coup, elles sont aussi plus dépendantes. Et ce que vous voyez également de manière très intéressante sur ce graphique, c'est que la variation du pétrole se situe globalement légèrement en avance de phase par rapport à la variation du PIB. Donc ça invalide l'idée qui est qu'il y aura une croissance qui vient de Mars et que du coup on consomme du pétrole parce qu'on en a les moyens. En fait, la façon dont ça se passe, confère le premier cours, c'est comme vous avez les moyens de mettre les machines en action, du coup ça produit et vous avez du PIB. C'est bien dans ce sens-là que les choses se passent. Alors le phénomène d'asservissement qui est j'ai un peu plus d'argent, le pétrole est un peu moins cher, du coup j'en achète un peu plus, il ne pilote pas la variation du PIB, par contre il pilote l'oscillation des prix dont je parlais tout à l'heure. Voilà, mais retenez bien ce graphique, parce que ce graphique il vous dit quelque chose de très simple, il vous dit que le jour où le shale oil se casse la gueule aux États-Unis, la courbe rouge passe en négatif, et du coup la courbe bleue passe en négatif. Et du coup votre avenir, c'est que vous demanderez à votre employeur de vous payer un peu moins chaque année. C'est ça une récession. Donc tout ce que je vous ai raconté pendant ce cours sur le pétrole, encore aujourd'hui, on vous parle énormément des autres énergies, mais vous avez vu au premier cours que c'était toujours pas grand-chose. Ce que je vous ai raconté aujourd'hui en ce qui concerne le pétrole, retenez-le bien, pas juste pour me faire plaisir, encore que ça me fera très plaisir, mais retenez-le bien parce que c'est quelque chose qui va jouer un rôle central dans le monde dans lequel vous allez vivre pour le temps qui va vous rester à vivre. Que j'espère très long. À vos souhaits. Alors maintenant, regardons la zone OCDE. Vous avez ici l'évolution de la quantité d'énergie utilisée par énergie dans la zone OCDE, et vous remarquerez que, comme pour la France, que je vous ai montré tout à l'heure, choc pétrolier, ça s'arrête de monter, ça reste globalement stable jusqu'en 2006, et là, ça commence à décliner, et la consommation de pétrole de la zone OCDE aujourd'hui est inférieure à ce qu'elle était en 2006. Alors 2006, je vous rappelle que c'est 2 ans avant la crise économique de 2008, enfin, ou la crise financière de 2009, 3 ans avant, et 2 ans avant la faillite de Lehman Brothers. Et quand vous regardez bien l'enchaînement chronologique de ce qui s'est passé pendant ces années-là, vous avez d'abord ralentissement énergétique, puis ralentissement de la production. Le PIB décélère avant la crise financière.
et après, vladabaoum, ça attaque une montagne de dettes qu'on avait commencé à créer au moment du premier choc pétrolier, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, pour compenser une augmentation de la production qui ne savait déjà plus suivre l'augmentation de la redistribution. Hein? En Europe, même motif, même punition. Vous voyez ici le pic de la mer du Nord, ça c'est les importations. Eh bien, le début, donc 2 ans avant le pic de production du conventionnel, la production mondiale s'arrête quasiment de croître, et à ce moment, les importations en Europe commencent à décroître, et l'Europe entre en crise, elle aussi. Le pétrole aujourd'hui, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est intéressant de savoir ce que raconte le ministre russe de l'énergie. Ça fait quand même un gros paquet du pétrole qui rentre chez nous. Le Moyen-Orient, c'est pas énorme. Ça, c'est le Nigeria, l'Angola. Ça, c'est la mer du Nord qui est en contraction. Voilà. Et donc, vous avez... et là, vous avez l'Afrique du Nord, c'est notamment l'Algérie. Alors, l'Algérie est post-pic en ce qui concerne son pétrole. La mer du Nord est post-pic, ça se voit très bien. Ici, vous avez l'Afrique subsaharienne qui est post-pic. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Et il reste la Russie. Donc, c'est pas complètement sûr que vous ayez terminé vos études, ici ou plus tard, avant qu'il ne se passe des choses assez étonnantes de ce côté-là. Je le répète, c'est pas le prix l'indicateur dominant. Donc j'avais commencé le premier cours par ça, je vous le redis, l'importation de pétrole en France, c'est quelques pourcents du PIB. Mais 100% du PIB en dépendent. 100%. Même mon producteur super bio, sympa avec les coccinelles, etc., chez qui je vais acheter mes patates, il dépend du pétrole. D'accord? Et s'il n'y a pas son camion qui va au marché, il n'y a pas de patates. Et comme il est à Dourdan, c'est un peu loin pour y aller le matin avant de venir au boulot. Donc vous avez une dépendance totale, je dis bien totale, aujourd'hui, de l'économie aux moyens de transport. Et donc, c'est pas parce que ça nous coûte 3% du PIB que c'est pas important. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est la variation de l'approvisionnement énergétique par personne sur durée très longue, 1 siècle et demi. Et en rouge, vous avez la valeur moyenne par grande période, avant les chocs pétroliers, après les chocs pétroliers. Ben, vous voyez qu'après les chocs pétroliers, on a vraiment descendu une marche d'escalier en ce qui concerne la variation de cet approvisionnement énergétique. Donc ça a vraiment marqué une rupture dans le monde. Alors maintenant, je vais aller plus vite pour le reste. Le gaz, même motif, même punition. Le gaz se découvre, après il s'extrait, et vous avez aussi un décalage dans le temps qui fait que, etc., et des réévaluations. Patates et chiffons, c'est exactement la même chose. Et quand on demande aux gens quand est-ce que pourrait être le pic de production du gaz, bah, ils vous disent bon, 2030, 2040. Donc on est dans des eaux qui sont voisines. En ce qui concerne l'Europe, aujourd'hui encore, la moitié de notre gaz vient de la mer du Nord. La mer du Nord a passé son pic en 2005. Et regardez, la quantité de gaz consommée par les Européens, qui était en augmentation constante jusqu'au pic de la mer du Nord, se met à décliner depuis. Alors vous allez me dire, c'est pas un problème, il n'y en a plus chez nous, il y en a encore chez les Russes, faisons venir le gaz des Russes. Sauf qu'il faut 10 ans pour faire un gazoduc, Nord Stream 1. Et ça, c'est dans un cas où ça se passe entre guillemets bien, parce que les Allemands et les Russes sont quand même pas très loin via la Baltique, et les États intermédiaires, en gros, il y a moyen de les contrôler. C'est pas toujours aussi simple, et de toute façon, encore une fois, c'est 10 ans, donc c'est long. Et là-dedans, vous avez la Norvège qui n'a pas passé son pic, on va le voir au prochain graphique, mais quand elle va passer son pic, ça va se mettre à décliner beaucoup plus vite. Donc le gaz des Russes, d'abord en plus les Russes on les boycotte à cause des misères qu'ils font à je sais pas qui, donc s'ils mettent des nouveaux gisements en production qui sont à équidistance des Chinois et des Européens, à votre avis ils vont vendre le gaz à qui? C'est pas complètement sûr qu'ils nous le vendent à nous. Donc comptons pas trop sur les Russes pour les importations de gaz. Où est-ce qu'on peut avoir du gaz ailleurs? On peut avoir du gaz liquéfié, il faut construire les trains de liquéfaction, c'est très long, et le gaz liquéfié, alors là pour le coup comme le bateau se balade partout, on est en concurrence avec les pays qui le payent le plus cher. Qui paye le plus cher dans le monde le gaz liquéfié? Les Asiatiques au sens large et les Japonais en particulier. Hein? Donc si je suis Qatari et que je fais un train de liquéfaction de gaz, j'ai plutôt intérêt à m'entendre avec les Japonais qu'à m'entendre avec les Européens. Parce que les Japonais payent à peu près 2 fois plus cher.
Donc tout ça pour dire que ce n'est pas complètement sûr qu'on ait plein de gaz en Europe, et alors indépendamment de tout problème de climat, tous les gens qui se disent on va remplacer n'importe quoi, le charbon, le nucléaire, par du gaz, il faut être sûr qu'on ait le gaz. J'ai jamais vu aujourd'hui un scénario électrique de remplacement du charbon et ou du nucléaire par du gaz, encore une fois indépendamment de toute considération carbone, couplé à la disponibilité possible en gaz en Europe dans ce contexte-là. Mais c'est quand même une question qu'il faut se poser. Alors vous allez me dire une deuxième chose, il n'y a qu'à faire du shale gas chez nous. Pourquoi on ne ferait pas du shale gas chez nous? Alors la raison pour laquelle on ne fait pas du shale gas chez nous, il y en a plusieurs. Vous savez peut-être, et sinon je vais vous apprendre quelque chose, aux États-Unis, l'État n'est pas propriétaire du sous-sol. Dans tous les autres pays du monde, soit parce que ce n'est pas des démocraties, auquel cas l'État est propriétaire de tout, soit même on est dans des démocraties, mais il y a un partage entre ce qui est dans le bien public, enfin ce qui est dans la collectivité et ce qui est chez vous, l'État est propriétaire du sous-sol. Donc si chez vous, dans le jardin de votre grand-mère, vous découvrez de l'or à 200 mètres de profondeur, mauvaise nouvelle, il n'est pas à vous. Ah, c'est ballot, hein. Donc il vaut mieux pas aller chercher parce que sinon ensuite vous êtes emmerdé avec la mine d'or, c'est pas terrible et vous n'en avez pas les bénéfices. Vous êtes exproprié, enfin bon, donc vous n'avez aucun intérêt à aller chercher dans le fond de votre jardin s'il y a de l'or ou pas à 200 mètres de profondeur. Aux États-Unis, le sous-sol sans limitation de profondeur appartient au propriétaire du sol. Du coup, pas de concession minière à demander à l'État, alors qu'en France, le régime est très simple. On trouve de l'or à 200 mètres. D'abord, il faut que quelqu'un vienne chercher l'or pour vous, parce que vous ne faites quand même pas ça avec votre lampe de poche. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accorde un permis d'exploration. Puis, si la personne qui explore trouve quelque chose, il faut qu'on lui accorde un permis d'exploitation, et comme elle va devoir vous passer sur le corps, puisque ce n'est pas chez vous à 200 mètres de profondeur, en gros, vous êtes exproprié. Donc, une autorisation d'exploitation en France égale une expropriation. C'est long, vous allez évidemment aller vous battre devant les tribunaux parce que quand même le jardin de votre grand-mère a une valeur sentimentale, et donc le temps qu'on arrive au bout... Aux États-Unis, non. Votre grand-mère dit au foreur du coin, viens donc faire un trou dans mon jardin, et si tu trouves du pétrole, on se partage le résultat. C'est comme ça que ça marche. Et l'État n'a absolument pas son mot à dire. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, c'est le pays le plus troué du monde. Vous avez aujourd'hui 1,7 million de puits de pétrole et de gaz en activité aux États-Unis. 1,7 million. Ils font 100 000 trous par an. Comme Gainsbourg, je fais des trous. Enfin, la géologie s'y prête. Donc il se trouve qu'ils ont vraiment une roche-mère avec du gaz dedans. Et dernier point, quand vous faites un trou quelque part, dans l'essentiel des États-Unis, tout ce que vous emmerdez, c'est des chiens de prairie ou des vaches. Emmerdez personne. C'est un pays non peuplé, les États-Unis. Vous avez d'immenses, enfin, je veux dire, dans toute l'immensité du Texas, etc., il n'y a personne. Du coup, vous pouvez faire des pistes, et puis c'est tout plat. Donc vous pouvez faire des pistes pour acheminer des camions, pour évacuer le pétrole que vous avez trouvé. Alors maintenant, on va reprendre le cas de figure en France. Un puits égale une expropriation, c'est densément peuplé. Si vous trouvez du pétrole, vous devez faire une piste pour évacuer avec des camions le pétrole que vous avez trouvé. Vous avez évidemment 452 riverains que vous allez emmerder en faisant ça. Si vous n'avez pas de riverains, c'est que vous êtes en zone montagneuse, donc ça va vous coûter très cher de faire les pistes, etc. Bon, bref. Donc les gens qui pensent que le shale gas va être un Eldorado dans les pays européens, à mon avis, je parie toutes mes économies contre eux que ça ne sera jamais le cas. Peut-être qu'on peut en faire sortir. Si on en fait sortir, l'ordre de grandeur de ce qui sort, c'est ça. Donc la probabilité que ce soit quelque chose qui va changer fondamentalement les ordres de grandeur en Europe est, de mon point de vue, à peu près nulle. Oui. Quelle profondeur on est propriétaire en France? Il me semble que c'est 10 mètres. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble... 2 mètres. Vous êtes sûr? Parce que les racines d'un chêne, ça va plus profond quand même. Enfin, si c'est pas 2, c'est pas beaucoup en tout cas. On pourrait lancer les paris, mais 2, je ne suis pas sûr. Mais 10, enfin, c'est de cet ordre-là. Je vous parlais du gaz. Donc voilà la production de gaz par pays dans la mer du Nord. Ah, pardon. Alors, du gaz dans la mer? Si, bien sûr, sous la mer. Oui, comme le pétrole, offshore. La mer du Nord, c'est essentiellement de l'offshore. Hein. Parce qu'en France, vous n'êtes pas sous la mer. Bon, là, en Guyane, par exemple, vous avez, si vous lisez un peu la presse, vous avez un Total à explorer pour trouver du pétrole, à trouver du pétrole. Et il y a eu toute une controverse dans laquelle Hulot a un peu râlé, sur l'exploitation ou non de ce pétrole au large de la Guyane. Donc bien sûr qu'on cherche dans la mer aussi. Alors après, pour qu'on trouve du pétrole et du gaz, je le répète, il faut que vous soyez dans une zone sédimentaire.
Si vous êtes dans une zone volcanique, par exemple, ça ne marche pas bien. D'accord ? Or, la Martinique et la Guyane, et la Guadeloupe, sauf erreur de ma part, c'est volcanique. Donc la probabilité que vous trouviez beaucoup de pétrole là-bas n'est pas très élevée. Hein. Voilà, donc ça dépend de ce que vous avez comme possession d'outre-mer. Vous avez pas mal de pétrole et de gaz dans le golfe du Gabon. Le golfe qui est à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, là. Et là, vous avez des exploitations. Offshore. Donc vous faites des plateformes d'exploitation. Et comme je le disais tout à l'heure, comme vous n'avez pas de gazoduc qui flotte à la surface de la mer, les exploitations de gaz offshore vous produisent nécessairement du gaz liquéfié que vous extrayez par méthanier. Et la bébête coûte 10 milliards de pièces, pas le méthanier, mais la plateforme. Donc voilà la production de la mer du Nord. Vous voyez que le seul pays qui n'a pas passé son pic, c'est la Norvège, et le pic de la Norvège est attendu pour 2020, plus ou moins quelque chose. Ici, vous avez une histoire marrante, que je vous aurais racontée si on avait eu le temps, sur la fin de l'extraction du gaz aux Pays-Bas. La décompression, si je vais vous le dire en 15 secondes quand même, la décompression des champs de gaz souterrains qui, eux, sont à terre dans les Pays-Bas, crée des micro-fractures et des micro-tremblements de terre en quantité croissante. Et donc, le gouvernement hollandais a décidé délibérément de diviser par 10 l'extraction de gaz de ces champs pour éviter des affaissements en quantité croissante, avec évidemment les riverains au-dessus qui ne sont pas très contents. Voilà, donc ici vous avez la production de gaz de la Norvège telle qu'elle est simulée par un certain nombre de gens. Après, il vous reste le charbon. Gaz renouvelable, on en parlera au moment des énergies renouvelables. Après, il vous reste du charbon. Alors, je vous le dis et je vous le répète, le charbon est une énergie domestique et le charbon sert essentiellement à produire de l'électricité. D'accord ? Soit dit en passant, une des raisons pour lesquelles la Chine met tant l'accent sur la voiture électrique, c'est pas que chez elle, avec sa production d'électricité au charbon, on gagne énormément sur le CO2, ni même sur les particules fines, encore qu'elles sont émises ailleurs, mais c'est que ça a déjà comme avantage de passer d'un pétrole importé à un charbon domestique. Donc avant même d'être un sujet de CO2, c'est un sujet de souveraineté énergétique, entre autres sujets. C'est aussi un sujet de renouveau industriel. Donc ici, vous avez du charbon, et là, vous avez les réserves prouvées, donc telles que déclarées, de charbon des 10 premiers détenteurs de réserves dans le monde. Alors il faut savoir que ces 10 pays possèdent plus de 9/10 du charbon dans le monde. Donc le charbon est éventuellement bien réparti par continent, il est extrêmement mal réparti par pays. Alors comme par ailleurs, on le verra pendant les cours sur le climat, le charbon est l'énergie qui est la plus émissive de CO2 par kilowattheure, et que par ailleurs, c'est la ressource fossile dont les quantités restantes extractibles à, entre guillemets, n'importe quel prix est la plus importante, on va dire dès maintenant, je le redirai la prochaine fois, que l'avenir climatique du monde est notamment dans les mains de ces 10 pays-là. Parce que c'est eux qui décident ou non, de façon souveraine, d'utiliser leur charbon chez eux. Puisqu'encore une fois, le charbon est une énergie qui s'utilise chez soi. Donc, la quantité de charbon de ces pays-là et l'utilisation qu'ils vont en faire, c'est un des déterminants majeurs de ce qui va se passer en ce qui concerne le climat. Alors, vous voyez que les 3 premiers détenteurs de réserves, c'est les 2 frères ennemis de toujours, la Russie et les États-Unis, avec au milieu la Chine, et qu'une fois que vous avez l'Australie et l'Inde, vous avez quand même, je ne sais pas, vous devez avoir 70 ou 75% du charbon mondial. Après, vous avez 2 types de charbon. En marron foncé, vous avez ce qu'on appelle le hard coal en anglais, ou la houille et l'anthracite en français, ou le charbon vapeur, plus exactement, qui sont des charbons à haute teneur en carbone et qui sont des charbons anciens. Donc c'est des charbons qui sont descendus en général bas sous terre, qui s'exploitent en galeries souterraines et qui sont allés au bout de leur processus de pyrolyse. Donc ils sont riches en carbone, pauvres en cendres et pauvres en éléments volatiles. Quand le charbon est jeune, c'est l'exact inverse. Il est riche en éléments incombustibles, riche en eau, et il est près de la surface. Et à ce moment, ça s'appelle
Alors la tourbe, c'est vraiment du charbon très très jeune, mais sinon ça s'appelle du charbon allemand, et c'est-à-dire une lignite, exactement. Et ce charbon-là, lui, il s'exploite non pas en galerie, mais en mine à ciel ouvert. Et donc pour ceux d'entre vous qui ont envie, et même ceux qui n'ont pas envie, parce que c'est intéressant à regarder, prenez un coup de Google Maps et allez regarder à quoi ressemblent, vu de l'espace, les mines de lignite allemandes. Ça vous fait des gros trous quand même, hein, des grosses tâches, hein, des gros trucs de 5 km sur 5 km. Et la mine à ciel ouvert de Hambach, si ma mémoire est bonne, est une des mines à ciel ouvert qui descend le plus bas au monde. Elle est quasiment 300 mètres sous le niveau de la mer. Et c'est là-dedans aussi que vous avez la plus grosse excavatrice de charbon au monde, un truc qui fait, je sais pas quoi, 150 mètres de haut, 200 mètres de long, un truc absolument monstrueux. Voilà, donc le charbon, retenez que c'est ces pays-là qui en ont le plus. Et si maintenant je finis cet exposé en agrégeant charbon, pétrole et gaz, voilà à quoi ressemblent les réserves mondiales. Donc ce que vous voyez, c'est que dans les réserves mondiales, ce qui domine, c'est le charbon. Vous voyez que les plus gros détenteurs de pétrole au monde, alors le Venezuela, c'est vraiment très particulier parce que, comme je le disais, c'est une grosse baignoire, mais avec un tout petit robinet. Mais si je prends l'Arabie Saoudite, elle a un bain de jardin à côté du charbon possédé par les Américains. Alors, il se trouve qu'en ce moment, on assiste depuis 10 ans à quelque chose de très amusant aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de diminuer la quantité de charbon qu'ils utilisent. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour le garder pour plus tard, éventuellement. Pas du tout. C'est pas du tout parce qu'ils veulent le garder pour plus tard. À cause du gaz. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'explosion de l'exploitation de gaz de roche-mer, de shale gaz, a divisé les prix du gaz par 3 et du coup a rendu les centrales à gaz plus compétitives que les centrales à charbon. Et donc, les opérateurs basculent du charbon au gaz. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une petite information qui est parue en disant que sous présidence Trump, il y avait 50 centrales à charbon qui avaient fermé aux États-Unis. Il y a beaucoup plus que sous présidence Obama équivalente. Ce qui montrait, soit dit en passant, deux choses, mais on va y revenir dans les cours suivants, c'est que, un, les déterminants de l'action ne sont pas nécessairement uniquement dans le discours présidentiel, en fait ils sont un peu partout, sauf dans le discours présidentiel à court terme en général. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Et deux, qu'il faut se méfier de ce qui se passe à la surface des vagues, parce que des fois, il se passe des trucs en dessous qui sont beaucoup plus déterminants. Donc aux États-Unis, l'élément vraiment déterminant, ça a été l'effondrement du prix du gaz et donc le basculement du pétrole, du charbon vers le gaz dans la génération électrique. Alors une fois que j'ai fini ça, voilà ce que, mis bout à bout, dans un projet qu'on avait mené au Shift il y a quelques années, on se disait qu'on pouvait avoir comme approvisionnement maximal au cours du temps, si on ne prend comme seule contrainte que la géologie. Dit autrement, maintenant, là, je me dis, je ne viens pas au cours d'après et au cours d'encore après, le climat, je m'en fous complètement. Tout ce qui compte, c'est combien je peux en sortir du sous-sol et mon théorème de Rolle. D'accord ? Le reste, je m'en fous. Et donc, je vais regarder quelle est la limite haute de mon approvisionnement avec mes seules contraintes géologiques. Alors la réponse, vous avez quelque chose qui ressemble à ça sur le graphique que je vous montre. Dit autrement, la magie des exponentielles, vous vous rappelez de cette blague sur les exponentielles, hein, on vous a probablement déjà fait cette blague, vous avez une mare dans laquelle les nénuphars doublent de surface tous les jours, vous la connaissez? Non, vous la connaissez pas. Vous avez une mare, il faillote. Vous avez une mare dans laquelle les nénuphars doublent de surface tous les jours, et il a fallu 30 jours pour que les nénuphars occupent la moitié de la surface de la mare. Combien de temps reste-t-il avant qu'ils occupent toute la surface? Réponse, 1 jour. D'accord? Eh bien, la magie des exponentielles fait que même si vous déplacez un peu vers le haut les ressources extractibles de ces combustibles fossiles, vous ne décalez pas le pic de 45 ans plus 37 supplémentaires. D'accord ? La magie des exponentielles fait que le pic joue à quelques décennies tout au plus, en fonction des hypothèses, même très très favorables, que vous pourriez prendre sur la quantité totale de ressources extractibles, sur les réserves ultimes. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'ici à ce que vous passiez de vie à trépas, si votre espérance de vie est bien de 80 ans et quelques à la naissance,
eh bien, il est assez vraisemblable que vous vivrez, quelle qu'en soit la cause, le pic de production mondiale du pétrole, du gaz et vraisemblablement du charbon. Et je vais finir, pour introduire le cours de la prochaine fois, en disant qu'en plus, si on se soucie du climat, il est souhaitable que ça arrive demain matin. Dit autrement, la contrainte climat, si on veut respecter les fameux 2 degrés dont vous avez tous entendu parler maintenant, est plus dure que la contrainte géologique sur la quantité de combustibles fossiles que nous avons le droit de sortir du sol et d'utiliser. Il n'empêche que cette voiture balai existe quand même, et donc il n'existe pas d'émissions de CO2 qui pourraient croître indéfiniment, et donc tout le cours que je vous ai donné aujourd'hui, il porte sur où est la voiture balai si on se fiche du climat, en gros. Hein, c'est ça l'idée. Voilà, eh bien, à la prochaine fois. La fonction impériale positive est nulle à fonction finie. C'est pour ça que j'ai dit une variante. Je ne suis pas sûr que le théorème de Rolle disait... C'est faux en fait. Non, je sais, il dit que s'il y a la même valeur d'un côté et de l'autre, il y a un maximum entre les deux. Oui, une fonction impériale.